Ladji Ouattara, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes enseignant-chercheur en France et au Niger sur les questions sécuritaires, migratoires et des frontières au Sahel. Vous êtes aussi un des contributeurs réguliers du think tank Thinking Africa, qui travaille beaucoup sur les questions de pacification en Afrique. Alors l'insécurité au Sahel a largement prospéré ces dernières années, malgré la réponse sécuritaire apportée, que ce soit par les forces internationales ou les forces africaines qui se battent sur le terrain. Et on voit de plus en plus cette menace s'affirmer aux frontières des pays sahéliens. Alors pourquoi, selon vous, ces zones sont privilégiées par les groupes armés et terroristes ? En effet, il faut dire que nous sommes au Sahel en présence d'États très vastes avec de très longues frontières à surveiller. Et en réalité, ces États ne disposent pas de moyens adéquats justement pour contrôler, maîtriser les frontières. Et donc, du coup, la nature ayant horreur du vide, ces frontières sont justement des zones de prédilection pour ces mouvements armés, violents, des narcotrafiquants, des mouvements terroristes, de grand banditisme. Y a-t-il un lien, comme vous le dites, entre terrorisme, banditisme, trafic d'êtres humains ? Clairement, aujourd'hui, dans la région du Sahel, il faut dire qu'il est difficile de faire le distinguo entre ces mouvements, puisque nous sommes dans une zone où il y a une conjonction, sinon l'accumulation de plusieurs facteurs de violence, si bien que, en tout cas, on observe une certaine forme de coopération entre ces différents mouvements, d'autant plus que des mouvements terroristes aujourd'hui dans le Sahel, les sources de financement sont liées au trafic d'armes, de drogue, de tabac. Et donc, clairement, on sent une confusion entre ces différentes formes de violence. Donc il y a une porosité entre groupes armés, groupes terroristes, des modes d'action qui peuvent être communs sur des partages de territoire aussi. Absolument. Et donc il y a une coordination entre tous ces mouvements et même des individus. En tout cas, ce sont des mouvements qui sont très mouvants. Même des individus que nous avons vus par le passé qui ont appartenu à des groupes rebelles, qui ont été de grands bandits, sont aujourd'hui enregistrés dans les rangs de groupes terroristes. Alors ce que l'on voit aussi, c'est une instrumentalisation beaucoup plus grande par les groupes armés de conflits historiques, de conflits communautaires, notamment à travers des populations qui ont pu avoir par le passé des revendications autonomistes. Alors 60 ans après les indépendances, la déstabilisation des États actuels est-elle liée à ces questions de délimitation historique des frontières ? En effet, il faut dire qu'il y a effectivement un lien très troublant, d'autant plus que 60 ans aujourd'hui, après l'adoption du principe de l'intangibilité des frontières, quand on décide que, au sortir des indépendances, les frontières en Afrique sont des réalités tangibles qu'il ne faut pas remettre en cause. Malheureusement, nous voyons que les États ont du mal à maîtriser les frontières et que des frontières sont aujourd'hui source de violence. Mais clairement, pour mieux comprendre ces dynamiques actuelles, il faut aussi s'inscrire dans une perspective historique, si bien que nous constatons aujourd'hui que des zones qui sont en proie aux tensions actuellement ont tout à fait eu des causes historiques. Est-ce qu'on peut les rappeler, notamment sur l'ancien empire du Massina ou l'empire du Sokoto au Nigeria ? Absolument. Quand on regarde aujourd'hui Amadou Koufa qui revendique un djihadisme peul, ce qui n'est pas dans l'absolu conforme aux réalités. Dans la période préhistorique, on voit qu'il y a aussi eu le Massina avec El Hadj Oumar Tall, justement, qui a été un acteur du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Et quand on prend aussi les théories actuelles de Boko Haram, on voit qu'il y avait aussi les califats de Sokoto, où clairement avec Ousmane Danfodio, il y avait aussi une forme de djihadisme. Donc clairement, même ces acteurs aujourd'hui, les groupes terroristes
auxquels nous faisons face justement sont aussi informés de ces réalités et jouent sur ces subtilités historiques justement pour se donner une certaine forme de légitimité. Selon vous, est-ce que les problèmes actuels doivent amener les autorités, les chercheurs à repenser la question des frontières? Absolument. Il faut dire que les frontières, certes, sont des réalités tangibles, mais les frontières aussi doivent répondre, s'adapter aux besoins endogènes actuels. Et donc, il faut clairement repenser les frontières à l'aune des évolutions sécuritaires, des évolutions migratoires, des évolutions climatiques, et tout en les adaptant aux besoins des populations locales. Les exemples de modification de frontières en Afrique, ces dernières années, ont quand même montré leurs limites. Je pense à la création du Sud-Soudan en 2011, qui était là pour mettre fin à des conflits historiques, où on peut penser aussi, si on remonte un peu plus loin, à la création de l'Érythrée, qui est resté très longtemps en guerre avec son voisin éthiopien. En effet, il faut dire que clairement, avec l'avènement de ces deux États, notamment l'Érythrée et le Sud-Soudan, on s'est dit que là, il s'agissait vraiment clairement d'une remise en cause des frontières. Mais l'observation qu'on peut faire avec le recul nécessaire, c'est que en érigeant ou en allant à la création de nouveaux États, cela n'a pas toujours apporté la paix, d'autant plus que l'Éthiopie et l'Érythrée, on a vu deux États en tension. C'est maintenant avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, prix Nobel de la paix, qu'on a vu que cette tension s'est apaisée. Mais dans le cas du Sud-Soudan, on n'a pas forcément assisté à un retour de la paix, à une stabilité, mais bien au contraire. Oui, parce qu'on voit des sous-conflits ethniques aussi se dérouler sur le territoire du Sud-Soudan. Et quand on regarde un peu les revendications autonomistes de certains groupes armés Touareg du Nord Mali, si on donnait une autonomie aux Touareg, ne risque-t-on pas d'activer au sein même de la communauté, alors qu'il y a actuellement des problèmes de leadership entre notamment certaines notabilités Touareg et d'autres, ne risque-t-on pas d'activer de nouveaux conflits intracommunautaires? Absolument, absolument. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler quand même que la situation actuelle que nous connaissons au Mali a justement ses origines-là avec le MNLA en 2012 qui a proclamé de manière unilatérale l'Azawad. L'indépendance de l'Azawad. Mais clairement, est-ce que là, ces mouvements qui ont proclamé cette indépendance sont représentatifs de tous les Touaregs? Je dirais non. Mais la question du Mali aussi s'inscrit en tout cas dans une durée, dans une perspective historique. La première rébellion au Mali de 1963 à 64 avait justement aussi une ambition indépendantiste. Mais clairement, il faut dire qu'aujourd'hui, ces tensions sont liées à l'insatisfaction d'un certain nombre d'attentes, d'un sentiment de marginalisation, d'un sentiment d'intégration auquel les États doivent faire face. Et je pense que c'est la meilleure des réponses qu'on puisse apporter. Sinon, justement, en allant à l'autodétermination ou à la création d'un État Touareg, je pense que cela risque de créer un précédent, de créer plus d'instabilité. Mais en même temps, le cas du Mali n'est pas forcément conforme au cas des Touaregs en Algérie, des Touaregs au Niger. Ou au Niger, par exemple, où on retrouve les Touaregs quasiment sur l'ensemble du territoire, où le Premier ministre actuel est un Touareg, et depuis le premier gouvernement du Niger avec Amani Diori, où on a vu des cadres tels que Moudou Zakara, qui étaient des cadres Touaregs qui ont toujours appartenu, qui sont mieux intégrés là, même si, bien entendu, des efforts restent encore à consentir. Peut-être certaines solutions peuvent se trouver aussi dans la décentralisation des États, voire l'intégration régionale pour faciliter la liberté de circulation et de commerce de ces populations qui sont dont certaines sont historiquement nomades. Je suis carrément d'accord avec vous. Il faut dire même d'ailleurs que quand on faisait le débat sur l'adoption du principe de l'intangibilité des frontières, le groupe justement de Monrovia qui était favorable à l'intangibilité des frontières, en l'adoptant, les pères fondateurs justement avaient ce souci.
c'est que dans un premier temps, il fallait justement avoir des États-nations stables, apaisés, et ensuite il fallait aller à une intégration par étapes progressives, notamment en allant dans un second temps avec une intégration régionale approfondie d'un point de vue politique, économique et aussi d'un point de vue social. Mais malheureusement, c'est ce processus qui n'a pas été fait comme il se devait. Ladji Ouattara, on voit ces dernières années le front de l'insécurité se répandre davantage du nord du Sahel vers le sud du Sahel et y est en mesure de toucher actuellement les États côtiers qui vont du Nigeria, mais je parle aussi du nord Togo, du nord Bénin, du nord Ghana. Voyez-vous ces zones devenir des nouvelles zones de tension terroriste, insécuritaire? Et est-ce qu'il y a d'autres endroits en Afrique, selon vous, où des tensions terroristes pourraient émerger? Absolument, absolument. Si nous n'arrivons pas à circonscrire les zones de tension, les foyers actuels, bien entendu, nous allons assister à une nouvelle tendance de propagation justement de cette menace. Et clairement, comme un cancer de métastase qui s'installe. Absolument, absolument. On a bien vu que la Côte d'Ivoire Grand Bassam a été touchée, le parc du Pengari au nord du Bénin a justement été touché. Donc clairement, si nous n'arrivons pas à apporter les réponses appropriées, on va justement assister à cette tendance. Et bien entendu, la RDC aussi actuellement fait l'objet de menaces. Donc clairement, aujourd'hui, il est indéniable vraiment de prendre en compte les évolutions actuelles et les intégrer aussi dans nos stratégies. Et bien entendu, avec le déploiement de toutes ces forces dans la région, si le phénomène persiste, mais s'étend, non seulement persiste, mais aussi s'étend, c'est que les réponses ne sont pas vraiment adaptées à l'ampleur de la menace. Et donc, c'est pourquoi, justement, il faut aussi justement intégrer ces nouvelles évolutions et faire en sorte que il y ait plus de partage de renseignements, plus de coopération, plus de moyens déployés, que la jeunesse aussi puisse avoir des réponses aux besoins, de sorte à ce que justement on puisse réduire au maximum les sources de financement de ces mouvements, les sources de recrutement de jeunes. Donc si on n'apporte pas la menace, la réponse n'est pas exclusivement que militaire. Elle est aussi politique, elle est éducative et sociale. Et donc l'éducation, et donc les besoins d'emploi des jeunes, des tensions climatiques. Donc si nous n'arrivons pas à apporter clairement des réponses à ces questions, bien entendu, la menace risque fort bien de s'étendre. Ladji Ouattara, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.